Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour un nouveau débat en direct de Al24 News. L'Ukraine ou le conflit en Ukraine, présent dans toutes les rencontres, il ne se passe pas une réunion, une rencontre, un sommet sans que l'Ukraine ne soit à l'ordre du jour ou mieux encore au centre et au cœur des débats. C'est le sujet de l'échiquier international de ce soir. L'Ukraine, je le disais, présente à Helsinki, l'Ukraine présente aussi en Moldavie, l'Europe en pleine effervescence avec en texte final toujours plus de soutien financier militaire et même moral à Kiev et de mise en garde et d'avertissement à la Russie. Un Occident qui veut la paix mais qui fait tout pour encourager la guerre. Kiev, ville martyre, sacrifiée à l'autel des intérêts des puissants de ce monde avec un président qui semble démuni de tout pouvoir si ce n'est celui d'appliquer à la lettre les agendas de ceux qui lui font faire la guerre contre son propre pays. Pour en débattre ce soir, nous retrouvons avec beaucoup de plaisir Monsieur Milo Tchernoufi, professeur de relations internationales au Collège des Forces canadiennes. Monsieur Milo Tchernoufi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Milo Tchernoufi, bonsoir. Monsieur Badis Khanissa, président du think tank Émergence, est avec nous également depuis Dubaï où il se trouve pour travail. Monsieur Badis Khanissa, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est toujours un plaisir, merci. Alors, on va commencer avec vous, Monsieur Badis Khanissa. L'Ukraine présente à toutes les manifestations, je dirais, tout comme le président ukrainien, même lorsque l'ordre du jour est autre. À Helsinki, par exemple, il faut croire que l'ordre du jour était bien sûr l'adhésion de la Suède, qui était un impératif selon les responsables qui se sont succédés et qui ont pris la parole. L'Ukraine a quand même s'est invitée, donc est devenu le point central. Et la Suède était passée presque au second plan. Selon vous, n'y a-t-il pas aujourd'hui, ou n'y a-t-il désormais que ce sujet pour les Occidentaux en perte de vitesse par rapport ou face aux véritables problèmes internes de leur pays ? Non, vous faites bien de le rappeler, effectivement. Nous avons aussi constaté cela récemment lors du sommet de Moldavie, notamment avec cette réunion de la CPE, cette communauté politique européenne d'ailleurs, laquelle on pourrait en débattre plus dans le détail, qui a un an d'existence, oui, mais qui n'a pas forcément d'agenda ni de vision, encore moins de feuille de route, où à chaque fois, systématiquement, j'ai envie de vous dire, l'Ukraine capte l'attention du monde et de l'opinion, surtout internationale, puisque c'est ça dont il est question. Mais au-delà de ça, Zelensky, le président ukrainien, s'inscrit aussi dans un plan de communication orchestré, bien évidemment millimétré, avec un menu à la carte, où à chaque fois, effectivement, il s'inscrit dans une posture victimaire dans laquelle, je dirais, aujourd'hui, au vu de tout le monde, il y a une espèce d'instrumentalisation à outrance, encore une fois, de ce conflit, puisqu'il est question aujourd'hui de dogmatiser ou d'idéologiser cette crise en Ukraine, à savoir l'ennemi juré qui est la Russie est aux portes de vos frontières, le modèle, je dirais, occidental, démocratique est en danger. Donc c'est pourquoi il y a cette effervescence, mais surtout cette surenchère, notamment de l'Occident, incarnée aujourd'hui par l'Union européenne et par cette CPE, et notamment aussi lors du sommet d'Helsinki, où il est toujours question de surenchérir sur le soutien, notamment de l'Ukraine, faut-il le rappeler, d'ailleurs un an auparavant, du propre aveu même de Zelensky, qui promettait ne jamais attaquer, ou en tout cas ne jamais entreprendre des attaques militaires contre le territoire russe. Il s'avère qu'aujourd'hui, il n'en est rien, puisque nous évoquons d'ailleurs à titre officiel qu'il y ait des attaques au sein même en profondeur du territoire russe. Donc c'est vous dire qu'effectivement une espèce de controverse latente, mais surtout lassante aujourd'hui, puisque certains pays notamment se déresponsabilisent ou même voire décrochent de cette empathie à géométrie variable, puisque de l'autre côté aussi, la Russie prétend, et à juste titre parfois, qu'il y ait des outrances, des outrepassements de certaines règles notamment, et puis au vu de cet Occident qui ferme les yeux sur pas mal de choses.
Très bien, vous faites bien de le dire. Donc, Milou Tchenoufi, est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces rencontres, y compris donc celle de Moldavie, de la commission donc de la communauté politique européenne qui est très fraîchement naissante, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un petit peu à chaque rencontre, à chaque occasion, il y a un petit peu cette course à qui fait mieux pour, excusez-moi l'expression, pour séduire encore l'Ukraine et apporter son aide par des déclarations, comme celle par exemple de Rishi Sunak, où il disait que l'Ukraine avait toute sa place à l'OTAN, alors que dans les actes, on ne voit rien, ça ne suit pas. En fait, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est très compliquée, très complexe, et elle ne risque pas de se concrétiser à court terme. La raison, elle est très simple. Si l'Ukraine rejoignait aujourd'hui l'OTAN, l'OTAN serait, à cause de l'article 5, automatiquement en guerre contre la Russie. Et c'est quelque chose que, disons, les décideurs au sein de l'OTAN ne souhaitent pas, à commencer par les États-Unis, qui préfèrent une guerre par procuration à travers l'Ukraine. Donc, vous comprenez que le décalage qui existe entre les déclarations et les faits s'explique par le fait qu'il existe des raisons structurelles qui empêchent certaines déclarations, comme celle de l'adhésion à l'OTAN, enfin là, ça concerne uniquement l'Angleterre, hein, oui. Ne puissent pas se concrétiser. Parce que vous savez, ailleurs, en OTAN, y compris aux États-Unis, on est assez lucide sur cette question. Et bien sûr, c'est une carte qu'on peut utiliser pour faire encore plus de pression sur la Russie, mais sa concrétisation n'est pas pour demain. Et de toute façon, puisque ce conflit va connaître un jour ou l'autre des négociations de paix, eh bien, c'est clair que l'un des points non négociables chez les Russes va être cette question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc, il va falloir trouver une formule dans le futur, un futur bien lointain, et sur ce point, je suis entièrement d'accord avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui a dit que, à court terme, il ne faut pas espérer grand-chose en termes de négociation. Eh bien, le jour où ça viendra, eh bien, il est dans l'intérêt de tout le monde de trouver une formule qui assure à la fois la sécurité de l'Ukraine et répond aux préoccupations stratégiques de la Russie. Ailleurs, dans les pays de l'OTAN, la question est assez claire. Je voudrais terminer avec un point, si vous permettez. C'est que ce que nous voyons dans ces différents sommets, que ce soit au G7, les rencontres qui se sont déroulées à Moldavie, à Helsinki et ailleurs, en fait, les États qui sont membres de ces organisations-là n'ont pas d'autre choix que de faire ce qu'ils sont en train de faire pour se conformer à un agenda qui est décidé ailleurs. Et l'agenda est décidé à Washington. Donc, il faut bien comprendre que ce qui se passe sur le terrain, c'est une confrontation entre les États-Unis et la Russie sur l'Ukraine. Et l'Occident ayant perdu toute autonomie stratégique, eh bien, joue à l'intérieur des paramètres qui sont décidés par Washington. Et les paramètres que privilégie à l'heure actuelle Washington dans ce conflit, c'est celui de l'escalade et de l'usure. Voilà, donc les livraisons d'armes, que ce soit les avions, les systèmes de défense aérienne, etc., rentrent dans ce cadre-là, escalade et usure, dans l'espoir d'affaiblir ultimement la Russie pour qu'elle accepte les termes qui lui seront éventuellement dictés. Tous les autres États font ce qu'ils peuvent à l'intérieur même de ces paramètres-là. Le jour où ils changeront de la volonté américaine, eh bien, vous verrez que tout le monde se mettra en ligne pour envisager d'autres déclarations, d'autres agendas dans les sommets, etc. Oui, voilà. Alors très bien, très bonne idée d'ailleurs, Monsieur Badisr Nissa, on a l'impression quand même qu'il y a une partie qui sait quand la guerre en Ukraine doit s'arrêter. Aussi, entre-temps, ce rendez-vous, ce timing n'est pas encore, c'est pas encore le moment. Alors, on fait perdurer comme on peut jusqu'à obtenir donc l'objectif final. Est-ce que cette impression n'est pas réelle au fait ?
plus que réelle, puisqu'aussi elle exprime une espèce d'aveu d'échec aussi en même temps, puisque la diplomatie a échoué, et au-delà aussi des opérations militaires, puisque nous savons que Bakhmout n'est pas tombé, qu'au contraire elle a été renforcée, consolidée par des forces supplémentaires, notamment tchétchènes, qui remplacent les forces Wagner. Donc comment dire, le Donbass non plus. En fait, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a peut-être une espèce de manœuvre dilatoire de la part de l'Occident, de la part en tout cas des décideurs, en toile de fond bien évidemment, de vouloir éviter à tout prix, encore une fois, et peut-être aussi de l'aveu de Joseph Borrell récemment dans une déclaration improbable et juste incompréhensible, ou dans lequel il explique que la question n'est pas d'aboutir à mais plutôt y procéder. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont dans une espèce de dynamique de calcul dans laquelle ils ne souhaitent pas d'armistice ou de paix défavorable comme ils le disent dans leur propre aveu, donc à savoir, dans l'état actuel des choses, à savoir sur le terrain, la faveur, ou en tout cas l'avantage est plutôt du côté russe. Donc, et c'est pourquoi il y a cette espèce d'opération de séduction, notamment de l'opinion internationale, d'opération aussi d'empathie, puisque il n'y a pas un jour où effectivement on met pas en exergue justement certains dépassements prétendus, notamment de la Russie, puisqu'on sait aussi de l'autre côté il y a des bombardements à foison dans le territoire russe. Et voilà, encore une fois, c'est une guerre de communication avant qu'elle soit aussi une guerre de terrain ou d'opération militaire standard. Mais encore une fois, je pense que les masques tombent au fur et à mesure, justement, que le conflit se prolonge, puisqu'on parle de plus d'1 an aujourd'hui, et dans lequel il y a une espèce de contamination elle-même de ce conflit, puisqu'on parle aussi de certaines tensions qui commencent à monter du côté de l'Europe de l'Est, du côté justement de la Serbie avec le Kosovo. Donc là aussi, vous parliez justement de l'adhésion de l'Ukraine, une adhésion express notamment, et d'ailleurs d'une pierre deux coups, puisqu'ils souhaiteraient aussi par la même occasion adhérer à l'Union européenne. C'est juste improbable, puisque on parle d'abord d'adhésion anarchique et qui mettrait en porte-à-faux plusieurs pays qui attendent, qui font la queue depuis quelques années. Et puis revient bien évidemment cet intérêt, puisqu'ils essayent à travers ces sommets notamment d'avoir une espèce de semblant d'unité que j'ai qualifié de factice, de virtuelle, puisque quand on revient à cette unité, c'est une unité qui est plus de l'ordre conjoncturel que structurel. Voilà, et effectivement, et à titre d'exemple très factuel aussi, parlons de la Pologne qui, un mois auparavant, avait bloqué tout bonnement le céréal ukrainien par souci ou par crainte justement d'intérêt économique et d'effondrement des prix du céréal polonais, d'ailleurs aux côtés de la Hongrie et de la Slovaquie de mémoire. Donc c'est vous dire qu'effectivement c'est une unité très fragile, mais encore une fois qui démontre une espèce d'échec diplomatique et un échec militaire de premier ordre dans lequel les États-Unis aujourd'hui souhaiteraient ne pas perdre la face, et d'ailleurs de l'aveu aussi de Blinken, Anthony, le chef de diplomatie américaine, qui souhaiterait non seulement effectivement peut-être contenir la Russie, mais par la même occasion s'intéresser davantage expressis verbis de la Chine, qui connaît en tout cas ses intentions, notamment, même si elle avait démontré peut-être une volonté à vouloir régler ce problème d'une manière pacifique puisqu'elle s'est proposée il y a quelque temps comme médiateur. Mais encore une fois, on voit qu'il y a vraiment un prisme de lecture unilatéral qui renforce plutôt l'intérêt de l'Occident que arriver à une paix durable et une paix des braves. En tous les cas, les appels à la paix ou les initiatives qui se multiplient ne sont pas du tout écoutés. On entend très peu la voix des médiations qui se sont enclenchées, à savoir celle de la Chine et tout récemment celle de l'Indonésie. Il y a autre chose. Je voudrais revenir tout à l'heure, Monsieur Chenoufi, je voudrais revenir avec vous justement à l'idée que vous avez exposée tout à l'heure. Alors, on va dire aujourd'hui, quand l'objectif sera-t-il atteint pour qu'enfin on puisse dire on arrête la guerre et on va réellement discuter, parce que de toute façon il semblerait que ça tienne entre les mains de Washington. Monsieur Chenoufi, vous m'entendez? Alors, je crois que M. Chenoufi, le temps de récupérer M. Chenoufi. M. Bedisrenissa, je disais, aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire que on va se dire que ça y est, l'objectif est atteint et qu'on peut aller vers des négociations?
Non, d'abord, il faut démontrer une volonté sincère et transparente de la part de l'Occident. J'ai qualifié tout à l'heure de cette dogmatisation du conflit vers quelque chose de confrontation de civilisation, de confrontation de modèles. Il n'en est rien. Donc il faut d'abord, je pense, laisser les belligérants, notamment la Russie et l'Ukraine, comme deux États responsables et souverains à aller de l'avant et puis amorcer ces négociations sans interférence, sans ingérence aucune, notamment de l'Occident, quand je parle de l'Occident, vous m'avez compris, de Washington, pour permettre effectivement de mettre les balises, ou je dirais mettre le chemin de ces négociations qui seront certainement chronophages, qui seront certainement longues, mais qui seront en tout cas dans le cap voulu, à savoir aller vers l'aboutissement d'une paix durable. Mais toujours est-il, là aussi, il y a une espèce de surenchère, notamment de l'Occident, à vouloir s'inscrire en tant que défenseur, je dirais, prétendu du modèle occidental, de la démocratie elle-même occidentale à travers ce conflit, pour essayer de grignoter quelque part par effet de pression, de sanctions et même de surenchère des sanctions, puisque vous conviendrez que les sanctions par le passé ont démontré qu'elles étaient inutiles, elles étaient vraiment factices vis-à-vis de la Russie. Bien au contraire, elles ont peut-être donné le permis résultat inverse. des conséquences inverses, exactement. Nous l'avons vécu à travers un hiver froid en Europe, à travers une crise énergétique sans précédent, une crise alimentaire notamment par le céréal russe et ukrainien, notamment en Crimée. Donc c'est vous dire qu'effectivement, tous les calculs ont été faux et ont été faussés dès le départ, mais l'Occident, je dirais, s'entête dans cette posture, s'entête dans cette position suicidaire qui aujourd'hui engendre des conséquences planétaires. Justement, M. Badis-Khnissa, je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'insister sur ça. Est-ce qu'il y aurait un objectif bien précis derrière le fait de faire perdurer cette guerre et qu'elle ne s'arrêtera pas tant que cet objectif n'a pas été atteint? Non, mais vous faites bien de le dire, effectivement. Je dirais en toile de fond aujourd'hui, l'Occident et Washington essayent d'avoir certaines concessions, certains compromis forcés, certaines contraintes, notamment de la Russie, qu'elle ne pourrait pas faire en temps de paix. Donc, vous avez bien vu qu'il y a eu l'adhésion express de la Finlande. La Suède est en lice avec certaines négociations, notamment prochainement avec le président Erdogan, qui pose un veto. D'ailleurs, qui n'a pas assisté à ce propos au sommet de Moldavie. C'est un effet marquant dans lequel, effectivement, on pourrait lire en filigrane qu'effectivement, les adhésions anarchiques et un peu au menu à la carte ne sont pas les bienvenus, en tout cas pour le deuxième contingent le plus important de l'OTAN, à savoir la Turquie. Mais tout ça pour vous dire, effectivement, on pourrait, en temps de guerre, je dirais, avoir certains avantages géopolitiques et géostratégiques, à savoir les pays, notamment d'anciennes républiques soviétiques. Nous avons évoqué la Moldavie, l'exemple de la Moldavie et son processus d'adhésion à l'Union européenne. C'est pour élargir davantage le front, en tout cas les frontières avec la Russie et l'Occident, à travers ce type de gesticulation, ce type de manœuvre géopolitique. Oui, alors Miloud Chenoufi, vous êtes là avec nous. J'allais poser ma question et je disais tout à l'heure à M. Badis-Khnissa, quel serait l'objectif que aujourd'hui l'Occident veut atteindre pour dire basta, on peut aller vers des négociations. C'est enfin le temps. Alors, voilà le calcul. Maintenant, est-ce qu'il va se concrétiser? C'est une autre chose. Et pour le comprendre, il faut faire un parallèle avec la politique que les États-Unis ont adoptée dans les années 80 à l'égard de l'Union soviétique en Afghanistan. Et si vous vous rappelez, ce qui s'est produit là-bas, c'est qu'on a mobilisé donc des combattants dans un État pour affaiblir l'Union soviétique, et on a réussi à mobiliser des acteurs très importants à l'échelle internationale, l'ensemble de l'Occident bien sûr, et une bonne partie du monde musulman, à leur tête l'Arabie Saoudite et le Pakistan, et on a fini par en fait achever l'Union soviétique en Afghanistan, et on a obtenu toutes sortes de concessions par la suite qui ont ouvert la voie à l'unipolarité des années 90. C'est à peu près la même logique. Ça ne veut pas dire que tout va se passer de la même manière, puisque le monde d'aujourd'hui est
Oui, très bien. Alors, oui. Alors, la question est toujours la même. Je vous la pose, M. Badisra Nissa. Il semblerait qu'on ait un petit problème avec Miloud Chenoufi. Badisra Nissa, on vous pose donc la même question, à savoir aujourd'hui, quel serait et à quel moment doit-on réellement dire, voilà, on veut aller vers des négociations? Alors, il faut aussi faire le distinguo, je pense, entre l'Occident, c'est-à-dire le pôle décideur, à savoir Washington, qui est un peu plus, vous l'aurez compris, à l'ouest, mais aussi l'Union européenne aujourd'hui, à travers l'Europe, qui démontre aussi certains morcellements ou certaines divisions, comme j'expliquais tout à l'heure, tout bonnement par rapport aux intérêts économiques, hein, clairement, puisque nous avons vu même une refonte, notamment de la politique sécuritaire, comme en Allemagne, où on n'a jamais vu une augmentation de budget de la défense depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est vous dire qu'effectivement, il y a quand même un certain intérêt, je dirais, individuel, unilatéral, vis-à-vis de ce conflit, puisque les États-Unis est bien loin, outre-Atlantique, de ce conflit et de ses conséquences. Et d'ailleurs, faut-il rappeler là aussi, pareil, du propre aveu de l'Union européenne et de l'Europe, et notamment aussi le président Macron, quand l'Europe avait vécu un hiver froid, notamment avec cette crise énergétique et du gaz, les États-Unis a préféré augmenter son gaz de schiste au lieu de justement être dans une espèce d'approche bienveillante vis-à-vis de l'Union européenne. C'est donc finalement, je pense que le seuil de tolérance serait quand l'Europe arrivera à terme de sa patience, mais surtout à terme de l'implosion, voire de l'explosion sociale, puisqu'elle est engendrée par cette crise économique, par cette inflation galopante, par le recul justement d'opportunités économiques entre les pays, donc l'individualisation des perspectives, mais surtout aussi des feuilles de route des pays qui s'inscrivent plus dans une espèce de réflexion intrinsèque d'État individuellement que dans un effet de groupe, comme le traité de Maastricht l'avait en tout cas traité lors de la fondation de cette Union européenne. Donc oui, l'Union européenne pourra vivre éventuellement ces derniers jours si rien n'est fait justement dans ce sens et s'il n'y a pas un plan d'action en urgence pour permettre ou obliger les belligérants, indépendamment bien sûr de la feuille de route américaine, pour arriver à des discussions, encore une fois, qui seront longues certainement, mais dans lesquelles l'Union européenne, l'Occident, Washington saurait d'ores et déjà qu'elle serait défavorable, puisque, encore une fois, l'avancée de la Russie, notamment idéologiquement, politiquement, géopolitiquement, sont très importantes, notamment versus ce que aurait pu, ou ce qu'a pu, ou ce que pourrait engendrer ou gagner en matière de victoire virtuelle côté occidental. Donc, encore une fois, je reviens sur cette confrontation stérile, notamment amorcée par l'Occident, et qui souhaite peut-être damer le pion à la Russie, mais auquel cas, en tout cas avec les indicateurs au jour d'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce cas de figure, bien au contraire. Alors, juste une dernière question, Badisra Nissa. Je ne sais pas si on a retrouvé M. Miloud Chenoufi. Alors, je me tourne vers vous, M. Miloud Chenoufi, quand même, pour clore, mais je vous demanderai d'être bref aujourd'hui. Alors, si aujourd'hui, on sait très bien que l'adhésion de l'Ukraine n'est impossible à l'OTAN, encore plus à l'Union européenne, alors pourquoi fait-on miroiter un petit peu cette envie pour l'Ukraine comme étant un fonds de commerce qu'on utilise à chaque rencontre? En fait, je ne dirais pas fonds de commerce. Il y a une logique derrière cela. Et cette logique est que il faut toujours garder des cartes qu'on peut utiliser éventuellement dans des négociations. C'est-à-dire que lorsque vous envisagez à un moment donné qu'il y ait des négociations, il faut d'ores et déjà avoir dans votre liste des items, des points sur lesquels vous pouvez faire des concessions. Donc, ça ne coûte rien aujourd'hui de faire des promesses à l'Ukraine, mais ce ne sont que des promesses, ce sont pas des engagements. À partir du moment où on ne les tient pas. Voilà. Et en plus, à l'intérieur de l'OTAN, vous avez certains États qui favorisent ça, hein, l'Angleterre, d'autres qui sont plus sceptiques, et puis d'autres qui comprennent que ce n'est pas dans l'intérêt de l'OTAN que cela se produise. Et en fait, il y a aussi de la surenchère. Le président ukrainien lui-même a dit que tous les États frontaliers de la Russie devraient devenir membres de l'OTAN, ce qui est un propos un peu délirant, si vous me passez l'expression. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Miloud Chenoufi. Je rappelle que donc vous êtes
professeur de relations internationales au Collège des forces canadiennes. Vous étiez avec nous depuis le Canada par Skype. Merci également à Badis Khanissa, président du think tank Émergence. Vous étiez avec nous donc à partir de Dubaï. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera pour d'autres émissions de l'Échiquier international. Je vous souhaite un agréable moment avec la suite de nos programmes. Au revoir.